Sa joie, son sourire, ce sont ces images d'Ayrton Senna que l'on souhaite à jamais conserver dans notre mémoire. Celle d'un homme en quête permanente d'absolu, d'un être d'une exigence extrême, d'une sensibilité exacerbée pour aller plus loin toujours. Son exceptionnelle trajectoire s'est arrêtée net contre le mur de Tamburello il y a exactement un an. Il nous a quittés, il était en tête d'une course comme très souvent. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est avec évidemment énormément d'émotion que nous vous accueillons ici à Imola en direct pour ce F1 à la une très exceptionnel. Il est évident que pour nous, la F1 a énormément changé quand Senna nous a quittés. Et comme disait son excellent ami Gerhard Berger, qui a été très marqué par sa disparition, le jour où Senna a disparu, c'est un peu comme si le soleil était tombé du ciel. Ici, il a plu ce matin, c'était un peu un signe peut-être du destin, et donc avec ce week-end tragique où également Roland Ratzenberger avait trouvé la mort juste dans les essais de ce Grand Prix, pour nous ça a été vraiment une épreuve très difficile. C'était une des courses les plus dramatiques de l'histoire moderne de la Formule 1, qui a beaucoup changé quelque chose dans le sport automobile, n'est-ce pas Pierre Van Vliet? Bien sûr, la Formule 1 a beaucoup changé, elle a été choquée par les événements d'Imola en 1994. Alors l'enquête suit son cours, avec lenteur sans doute, mais avec rigueur semble-t-il. On va le voir tout au long de cette émission. Nous allons également bien sûr accorder sa place à l'actualité, parce qu'il s'est passé pas mal de choses ici aux essais de ce Grand Prix de Saint-Marin. Il y avait le warm-up ce matin sur une piste détrempée. Maintenant la météo est un petit peu meilleure, ça va sans doute sécher, mais on annonce des averses intermittentes. Les Ferrari étaient nettement supérieurs sur la piste mouillée ce matin, et la ferveur pour Ferrari ici à Imola, eh bien elle est comme d'habitude fidèle au rendez-vous. Mais avant toute chose, un an après, presque jour pour jour, voici le rappel des faits et le point de l'enquête. Le Grand Prix de Saint-Marin 1994 fut vraiment maudit. Samedi après-midi, premier drame, avec le choc fatal de la Simtek de Roland Ratzenberger, déséquilibré par la perte d'un aileron endommagé auparavant sur le mur extérieur du virage Villeneuve. Le malheureux pilote autrichien est tué sur le coup. Dimanche, Senna emmène la course devant Schumacher et soudain l'impensable se produit à Tamburello. La Williams quitte sa trajectoire pour se fracasser dans le mur. L'étude de la télémétrie a démontré que le pilote s'est jeté sur les freins. Sa voiture est passée de 310 km/h à l'entrée de la courbe à 216 km/h au moment du choc. La décélération fut terrible, 4,4 G. Frappé à la tête par un bras de suspension passé au travers de la visière de son casque, le champion brésilien gît bientôt inconscient. L'enquête mettra en cause la colonne de direction de la Williams, brisée net comme le prouve ce document. Senna est déclaré mort à 18h40 malgré les efforts des médecins. 12 mois plus tard, le rapport du juge Passarini, magistrat à Bologne, n'est toujours pas conclu. Ce jeudi, il a encore entendu l'ingénieur Patrick Head, directeur technique de l'écurie Williams. Ce qui est écrit dans le rapport, peut-être n'est pas connu par tout le monde, mais je suis sûr qu'en Italie, il y a beaucoup de fuites. Et au moins tous les journalistes italiens doivent le savoir. Aujourd'hui, l'enquête, c'est à un point très délicat, parce que le magistrat peut demander encore 6 mois de délai, et on arrive dans les mois octobre-novembre. Après cette date, il doit prendre une décision drastique. Ou archiver l'enquête parce qu'il y a de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité, ou partir avec une procédure de procès normale. Pensez-vous que Frank Williams ou l'équipe Williams pourrait être inquiétée par la justice italienne? Non, je ne pense pas du tout, parce que comment on peut dire qu'il y a une responsabilité d'un constructeur dans la course automobile? C'est normal que le danger est impliqué dans la course. Il y a eu plusieurs morts en Italie dans la course automobile, même à cause de Ferrari. Quelles que soient les conclusions de l'enquête, la perte fut incommensurable. Il y a un an, sur le coup de 14h17, à Tamburello. Et pourtant, comme toujours, la course continue. La
course continue, c'est la loi de la vie, Alain Prost. Les événements d'Imola en 1994 ont évidemment choqué tout le monde de la Formule 1. Et la Formule 1 a beaucoup changé, beaucoup évolué depuis. La Formule 1 a évolué, elle évolue d'année en année. C'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière ici, tout le monde a le souvenir parce qu'on a vu des images terribles à la télévision, mais la vie continue et le monde de la Formule 1 continue plus sur le plan technique que sur le plan humain, parce que c'est vrai qu'il y a très peu quand même malgré tout de messages pour se rappeler de ce qui s'est passé l'année dernière. C'est vrai que c'est un monde très très dur, sans pitié, on l'a dit très très souvent, et il le montre d'une certaine manière aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de pudeur, et ce qui est pas mal. Je sais pas, personnellement, je crois qu'on aurait pu faire un peu autrement. Sinon, sur le plan technique, eh bien sûr, la Formule 1 a changé depuis l'année dernière. Les règlements ont évolué, aussi bien moteur que châssis. Et surtout, on a vu ici des modifications sur le tracé, ce qui prouve que même sur un tracé que l'on disait absolument impossible de modifier, on a modifié vraiment énormément. Et à mon avis, très bonne manière d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup plus de dégagement maintenant avec du sable. Et on a amélioré la sécurité sans perdre malgré tout l'intérêt de ce circuit qui reste très très beau. Alain, ces améliorations sur le plan de la sécurité, notamment le règlement technique sur les voitures, est-ce que bien entendu ça va dans le bon sens? Pourquoi on n'a pas pu faire ça avant? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre ces accidents dramatiques pour en arriver là? Parce qu'il faut toujours attendre un moment, un point de non-retour pour changer les choses. La Formule 1, c'est comme ça, il y a tellement d'intérêt en jeu que personne ne veut prendre les décisions. Ceux qui ont l'avantage pensent toujours que ça va être à leur détriment, donc ils ne veulent rien changer. Et il n'y a qu'en cas de sécurité que la fédération peut prendre des décisions pour changer les règlements. Et c'est malheureusement à cause d'événements malheureux et tristes que l'on peut modifier les choses. C'est triste. Bien, rappel de l'évolution, des conséquences des tragiques accidents d'Imola en 1994 sur le règlement technique, avec Yves Géniès. Ce sont des Formule 1 100% nouvelles qui ont été réalisées avec une architecture revue, principale modification, la coque. La position du pilote est désormais plus reculée, le volant est visible, l'habitacle a été agrandi, dont son ouverture est renforcée afin de prévenir les chocs latéraux. Remarquez l'apparition d'un appui-tête. Autre point essentiel, le pédalier a été reculé de 15 cm pour protéger les jambes du pilote en cas de choc frontal. Grâce à cette animation, vous pouvez constater la réduction des appuis aérodynamiques qui ont été largement diminués, tant à l'avant pour le museau qu'à l'arrière où l'aileron a été abaissé de 15 cm. Associé au fond plat désormais à plusieurs niveaux, l'effet de sol est encore réduit et ce fameux patin de bois situé sous la voiture remplit toujours son rôle de mouchard pour contrôler la hauteur des voitures en piste. La tolérance d'usure reste de 10%. Autre changement majeur, les moteurs ont perdu en cylindrée, passant de 3,5 litres à 3 litres. Les constructeurs ont dû reconcevoir de nouveaux moteurs, Ford de rester fidèle au V8, Peugeot, tout comme Renault, mais aussi Mercedes et les Japonais Yamaha puis Honda sont restés fidèles au V10. Chez Ferrari, le V12 est toujours d'actualité. Le poids de la voiture est désormais de 595 kg en ordre de marche, pilote à bord. Les gros gabarits n'auront plus à se plaindre d'être défavorisés. Dernier point, pour satisfaire aux nouvelles normes, soit 20% supérieures à celles de l'an dernier, les coques sont désormais soumises à 2 types de crash test, frontal et latéral, avant d'obtenir le feu vert de la FIA. Je crois que nous avons fait le maximum en ce qui concerne les voitures et aussi les circuits. On peut faire ce qu'on veut, on n'aura jamais la sécurité absolue, mais je crois que nous avons beaucoup diminué la possibilité pour que quelqu'un se fasse mal. Mais éliminer, on ne peut pas. Comment ça se fait que Dominique ne m'entende pas? L'année dernière, il m'entendait très bien sur le... Voilà, nous sommes toujours avec Alain Prost. Nous venons de voir les modifications sur les voitures. Alain, vous qui êtes un grand metteur au point, vous auriez sans doute aimé piloter ces voitures. Oui, sans aucun doute, c'est vraiment le type de voiture que j'ai toujours apprécié, non seulement à piloter, mais aussi à mettre au point. C'est certainement le pilote qui a le plus d'influence pour non seulement pour régler la voiture, mais pour diriger son équipe, pour améliorer les performances. Et c'est différent de ce que j'ai conduit la dernière année avec les suspensions actives anti-patinage qui nivellent bien entendu la valeur des pilotes. Je crois qu'en ce moment, les meilleurs sont là. Vous qui avez fait cette si belle carrière en Formule 1, est-ce que vous êtes surpris quand même que les ingénieurs arrivent à progresser si vite, puisque finalement les voitures sont presque aussi performantes avec des moteurs 3 litres qu'avec des moteurs 3,5 litres, enfin pas loin?
Non, je ne suis pas du tout surpris parce que les ingénieurs sont là pour ça et ils sont vraiment hyper compétents, intelligents. Ce qui est surprenant surtout, c'est ce que l'on annonce souvent au début quand on change des règlements. On dit voilà, ça va réduire de temps. Et en réalité, c'est jamais comme ça parce que personne ne peut savoir exactement ce qui se passe sur la piste. Quand on limite la puissance des moteurs, par exemple, on sait qu'il y aura à peu près 100 chevaux de moins et on se dit 100 chevaux, ça va faire peut-être 10 ou 20% de performance en moins. Mais en réalité, on s'aperçoit que le pilote sur la piste, parce qu'il a une voiture un peu plus confortable à conduire, peut accélérer beaucoup plus tôt parce qu'il a un peu moins de puissance. Et en réalité, des 20% qu'on attendait, on a peut-être que 4 ou 5%. Et c'est ce qui fait aussi le charme de cette Formule 1 qui est quand même au pinacle de la technologie. Surtout que, comme dit votre ami Bernard Dudot, les voitures maintenant sont plus confortables à conduire. C'est souvent un non-sens confortable, on pense qu'on est mieux assis. Mais en fait, confortable, expliquez-nous ce que c'est pour un grand pilote d'être confortable une voiture. Exactement, c'est un peu le problème que j'avais quand je courais, que j'essayais d'expliquer que je voulais une voiture confortable. Et c'est vrai, les gens ne comprennent pas très bien, mais quand on parle de confort de conduite dans une monoplace, c'est pas du tout le confort physique, c'est le confort quand vous êtes par exemple dans une courbe ou un virage lent et que vous voulez accélérer à fond, eh bien vous avez ce sentiment de sécurité que vous pouvez bien entendu avoir 100% de la puissance tout de suite. Alors quand vous avez des moteurs très très pointus, très puissants mais très pointus, vous avez beaucoup de problèmes pour doser et c'est ça qu'on parle de confort. Souvent avec des moteurs moins puissants mais avec plus de couple et plus de souplesse, on arrive à avoir des performances bien meilleures. Voilà, vous avez parlé, tandis que Nigel Mansell venait juste de rentrer là de nouveau dans les stands, vous avez parlé tout à l'heure avec Pierre Van Vliet de ce nouveau circuit. Je vous propose de le voir en détail avec Laurent Coric. Première modification dans la tristement célèbre courbe de Tamburello, remplacée par une chicane gauche-droite assez technique. C'est une chicane qui se passe en deuxième, mais progressive, c'est-à-dire à l'entrée 110 km/h plus ou moins, puis la sortie c'est entre 185 et 195 km/h. Donc c'est le genre de chicane assez agréable parce que bon, ça casse la vitesse, mais vous vous relancez au milieu. Nouvelle chicane également au freinage de Tosa, un S baptisé Villeneuve, en rouge l'ancien tracé, en noir le nouveau. La deuxième chicane, c'est exactement l'opposé, c'est-à-dire l'entrée c'est 240-250 km/h, elle se fait en cinquième. Et au milieu, bon, vous freinez, vous mettez deux rapports en moins, c'est-à-dire la sortie est plus ou moins aux alentours de 140 km/h. Et là vous arrivez sur la partie ancienne, c'est-à-dire Tosa, puis la remontée sur Piratel. Et là, il n'y a rien qui a été modifié, mis à part l'asphalte qui est neuf. Troisième modification au virage d'Acque Minerali. Il y avait une chicane qui se passait en deuxième et qui n'existe plus, qui a été remplacée par une courbe très rapide en cinquième, mais avec un freinage tout de suite après pour un virage en seconde. Donc c'est une des parties les plus intéressantes maintenant du circuit. Le double gauche de Rivazza a aussi été légèrement modifié, mais sans en changer les caractéristiques. Rivazza 1, ça n'a pas changé. Rivazza 2, c'est un tout petit peu plus fermé, mais c'est très similaire par rapport à l'an passé. Dernier changement avant de revenir dans la ligne droite des stands où l'on a supprimé une des deux chicanes. Avant il y avait une chicane rapide, maintenant elle n'existe plus. C'est une droite quand même à fond et on arrive sur la chicane des stands en deuxième. Au dire des pilotes, le tracé est maintenant bien plus intéressant qu'avant. La course n'en sera que plus palpitante. J'adore ce circuit et j'adore surtout les modifications qui ont été faites. Le virage que je vous recommande, c'est l'Acque Minerali. C'est fabuleux à l'intérieur de la voiture, donc je pense que de l'extérieur, ça doit être sympa. J'entends rien. Voilà, retour à Imola avec Jean-Christophe Boulion, le pilote essayeur de l'écurie Williams-Renault. On vient de voir le circuit d'Imola qui a évidemment beaucoup changé. Les voitures également ont beaucoup évolué, Jean-Christophe. Vous avez pu conduire la Williams en version 1994 et puis plus récemment à Jerez la semaine dernière, la nouvelle Williams Renault, celle que Démonil et David Coulthard pilotent en Grand Prix. Vous serez encore à Imola cette semaine d'ailleurs pour des essais privés. Alors comment pouvez-vous juger l'évolution technique des voitures en termes de sécurité notamment? Écoutez, je pense que les ingénieurs ont très bien travaillé parce que toutes les démarches qui ont été faites par la FIA ont été envers les performances de la voiture, c'est-à-dire qu'ils ont diminué un peu tout. Et on s'aperçoit qu'avec la version 95, elle est beaucoup plus confortable, beaucoup moins pointue à conduire et à régler surtout. Donc, et surtout aussi performante. Donc, ce qui prouve que le
travail effectué a été colossal par tous les ingénieurs et la voiture est très très bien. Voilà, Jean-Christophe Bouillon, le pilote d'essai de l'équipe Williams-Renault, qu'on aura certainement encore l'occasion de retrouver tout au long de cette saison de Formule 1, même si son travail actuellement se poursuit dans l'ombre. Nous allons maintenant refaire un tour du circuit d'Imola New Look en compagnie de Johnny Herbert à bord de la Benetton Renault. Into sixth gear, coming up to Tamburello, braking 80 yards, braking, changing down into second gear, getting on the power, third, accelerating very hard, fourth, fifth, onto the straight, coming up to Villeneuve, keeping in fifth, braking very late into fifth gear, back into third, second, accelerating hard, third, fourth, braking at 50 yards, turning in into first gear, keeping the power on, accelerating hard, second, third, fourth, fifth, coming to Piratella, braking very late, down to third, turning in, easing the power on, accelerating, fourth, fifth, coming into the new section of Acqua Minerale, down into third, on the power, back down to first, accelerating hard, up the hill, second, third, fourth, keep going, into the chicane, braking very late, into second gear, keeping the power on, bit of a twitch, third, fourth, fifth, sixth, into Ravazza, braking very late, into third gear, second gear, accelerating the power on third, easing the power on, third, fourth, fifth, approaching the last chicane, braking 50 yards, turning down, second gear, accelerating, using the curb, third, fourth, fifth, sixth. Merci à Johnny Herbert qui est juste là derrière nous dans sa Benetton Renault dans le garage. Actuellement, il va bientôt s'élancer pour le dernier tour de mise en grille. Et on se retrouve nous aussi sur la grille de départ du Grand Prix de Saint-Marin dans quelques instants après une courte pause. À tout de suite. Retrouvez la Formule 1 avec Elf Compétition, l'huile championne du monde. Sur les circuits comme sur la route, Renault, on gagne à être différent. Nous sommes en direct d'Imola avec René Arnoux. René Arnoux qui a été un grand pilote Ferrari pendant cette saison. Je dis un grand pilote parce que René avait ce tempérament que l'on aime chez Ferrari, c'est dire de la fougue. René, c'est le plus beau souvenir de votre carrière de pilote F1 Ferrari ? Je crois que c'est un rêve de tout le monde et que tout le monde a un jour envie dans sa carrière de piloter pour Ferrari. En tous les cas, ça a été le mien et ça a été 3 années, je dirais, difficiles mais superbes. Alors maintenant, vous qui êtes revenu en Formule 1, qui vous occupez d'une écurie, est-ce que vous croyez vraiment à ce redressement de Ferrari ? Ah oui, je crois beaucoup à ce redressement et je crois, je veux le souligner, c'est que Jean Todt a fait énormément au sein de cette équipe. Il a restructuré bien l'équipe. Toute l'équipe fonctionne beaucoup mieux. D'ailleurs, on le voit par les résultats qu'ils ont obtenus en début de saison. Pour qu'ils gagnent ici à Imola, je crois qu'il faudrait des circonstances un peu particulières où leur voiture est très performante sur une piste mouillée. Donc c'est ce qu'on a pour le moment et je crois que si la piste sèche, il y a encore l'avantage des Williams et des Benetton, mais c'est certain qu'ils seront sur une courbe très ascendante par rapport à leurs rivaux et qu'ils vont gagner des courses rapidement. Merci beaucoup René. Tout de suite pour comprendre ce qui se passe chez Ferrari, un reportage de Laurent Coric. À Imola, la Scuderia joue à domicile, avec un public totalement acquis à sa cause et qui lui apporte depuis bien longtemps déjà son inconditionnel soutien, quels que soient ses résultats. En plus, depuis le début de la saison, les progrès sont significatifs. Ferrari a retrouvé le chemin du podium grâce notamment à Berger, 3e au Brésil, et à Alesi, 2e en Argentine. Un renouveau signé Jean Todt, aux commandes de l'écurie depuis juillet 93, et qui n'a pas hésité à restructurer son équipe. La restructuration, elle s'est principalement portée au niveau d'une organisation moteur, au niveau d'une organisation recherche et développement, au niveau d'une organisation piste et au niveau d'une organisation fabrication. Je tiens à rappeler que Ferrari est le seul constructeur engagé dans la construction d'un moteur, d'un châssis, d'une boîte de vitesse, ce qu'aujourd'hui aucun constructeur n'ose plus faire. Jean Todt a probablement apporté à la Scuderia la rigueur qui lui manquait. Lui-même nous livre son secret.
Le secret, c'est de travailler, c'est de choisir les hommes, de les gérer, de les diriger et puis d'exploiter au mieux leur qualité. Je crois que le plus beau métier du monde, c'est de pouvoir gérer des machines intellectuelles. Les machines intellectuelles, ce sont les hommes. Et ça, c'est la chose la plus intéressante et c'est ce que j'essaye de faire. Une conception très personnelle de la gestion de ses troupes, mais qui en tout cas semble porter ses fruits, puisque Berger a réalisé le 2e temps, Alesi le 5e. Des performances encourageantes qui devraient encore s'améliorer. On n'est pas encore où on doit être au niveau de l'organisation en général, de la structure, le potentiel global de l'équipe Ferrari. Et puis on doit améliorer les moteurs, l'aérodynamique, parce que on n'est pas encore les meilleurs. Donc l'objectif, c'est d'arriver à être les meilleurs. Les voitures se mettent en place sur la grille, il ne pleut plus, c'est donc une information confirmée. Ici, la course pourrait se passer sur le sec. Vous avez vu que Gerhard Berger a essayé les 2 Ferrari, sa voiture de course plus le mulet. Tout de suite, pour bien comprendre ce qui va se passer dans ce Grand Prix, regardez donc la grille de départ. Ils sont 5 dans un mouchoir et c'est Michael Schumacher qui s'est emparé de la pole position avec sa performance réalisée vendredi. Gerhard Berger est à ses côtés en première ligne à seulement 8 centièmes de seconde avec sa Ferrari. Les 2 Williams-Renault occupent la 2e ligne, le jeune David Coulthard ayant pris le meilleur sur Damon Hill. Jean Alesi est en 3e ligne, 5e pilote à être dans la même seconde que Michael Schumacher. À ses côtés, 6e temps, Mika Häkkinen. 4e ligne, Eddie Irvine, Johnny Herbert. 5e ligne, Nigel Mansell, Rubens Barrichello. 6e ligne, Gianni Morbidelli, Olivier Panis. 7e ligne, Mika Salo, Hens Harald Frentzen. 8e ligne, Ukyo Katayama, Aguri Suzuki. 9e ligne, Jos Verstappen, Pierluigi Martini. 10e ligne, Taki Inoue, Luca Badoer. 11e ligne, Karl Wendlinger, Bertrand Gachot. 12e ligne, Domenico Ciattarella, Andrea Montermini. 13e et dernière ligne, Roberto Moreno et Pedro Diniz. Voilà, nous sommes au milieu de la grille de départ avec la Ligier d'Olivier Panis et avec Guy Ligier, une fois n'est pas coutume. Alors Guy Ligier a un petit problème visiblement, c'est qu'il ne nous entend pas. C'est pas grave. Guy, vous allez peut-être enlever le casque. Voilà, voilà, ça va mieux comme ça. Bon, Guy, c'est un retour sur les Grands Prix. Vous êtes venu en amateur pour voir les Bleus, un peu où ils en étaient. Tout à fait. Croyez-moi, c'est pour moi un très très grand moment parce que je crois que ça a été toute ma vie. Et aujourd'hui, je suis un homme heureux, comblé, parce que la F1 marche bien. C'est quelque chose au top niveau. Et c'est très important pour moi. C'est quelque chose que je revis un moment et j'ai beaucoup d'émotions. Voilà. Et Guy, on dit quand même la Formule 1 en France, il y a Renault, il y a Peugeot bien sûr, mais les écuries françaises ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient. D'abord, il n'y en a plus qu'une, c'est la vôtre, plutôt l'ex-vôtre, et on dit les bleus sont plus tout à fait bleus. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds à ça qu'il est clair qu'on ne peut pas faire autrement que développer des voitures avec des Anglais, c'est clair, parce que nous n'avons pas ce qu'il faut en France. Mais il est clair aussi que Ligier restera français. Ça, je peux vous le garantir, parce que le jour où le nom de Ligier et l'équipe sera plus basée en France, je retirerai mon nom. Comme ça, les choses sont claires. Voilà une bonne mise au point. Merci beaucoup à Guy Ligier. Ligier qui court toujours derrière son premier point au classement du championnat du monde 1995 que nous découvrons à l'instant. Michael Schumacher, ayant récupéré sa première place obtenue au Brésil, est en tête du championnat du monde avec 14 points. Deuxième, Damon Hill, 10 points. Troisième, Jean Alesi, qui est le meilleur pilote Ferrari. Troisième donc, avec 8 points. Quatrième, David Coulthard, 6 points. Cinquième, Gerhard Berger, 5 points. Sixième, ils sont 2, avec 3 points, Mika Häkkinen et Johnny Herbert. Huitième, Hens Harald Frentzen, 2 points. Et dernier classé, 9e, Mark Blundell, avec 1 point. Voici le classement des constructeurs. Premier, Ferrari, avec 13 points. Deuxième, Williams-Renault, 10 points. Troisième,
Benetton Renault, 7 points. 4e, McLaren Mercedes, 4 points. 5e, Sauber Ford, 2 points. Voilà, nous sommes toujours sur la grille de départ avec cette Jordan Peugeot. Et alors que le silence est tombé sur Imola. Voilà, devant la Jordan de Rubens Barrichello, le jeune pilote brésilien, très affecté lui aussi, on l'imagine, au souvenir de ce terrible week-end d'Imola à 94. Devant la Jordan Peugeot, on est intéressé par les freins de cette voiture. Pourquoi? Parce que le circuit d'Imola et notamment toutes les modifications qui ont été apportées vont vraiment pousser les mécaniques à l'extrême, notamment dans le domaine du freinage, comme nous l'explique Laurent Corric. Festival de figures ce matin au warm-up où quasiment tous les pilotes sont allés à la faute. Tous étaient pourtant partis avec des pneus pluie, mais les nouvelles chicanes de ce circuit d'Imola ainsi que le nouveau revêtement ont fait des dégâts. Même Michael Schumacher n'a pas été épargné. Après 3 jours d'essai sur le sec, les pilotes ont donc découvert pendant cette courte séance d'une demi-heure les conditions d'adhérence extrêmement précaires qu'ils vont retrouver tout au long des 63 tours que compte cette épreuve. Autant dire que cette 3e course de la saison risque d'être animée et riche en rebondissements. Ici, David Coulthard part en toupie, une des plus belles figures ce matin. Toujours en direct à Imola, nous avons été touchés par cette minute de silence, c'était pas prévu et nous sommes donc très émus. Et au lieu de parler des freins, mon cher Gilles, on a parlé du warm-up ce matin, vous l'avez vu, sur une piste absolument détrempée. Et c'est Nigel Mansell sur cette McLaren Mercedes qui a un peu créé la surprise. Les 2 Ferrari ont été les plus rapides sur la piste mouillée. Mansell a créé la surprise en signant le 4e meilleur temps ce matin. C'est le retour de Nigel. Voilà, ce qu'il faut dire, Pierre, c'est que Nigel a apporté un soin extrême au réglage de sa voiture. Hier soir, il était en train de travailler dans le cockpit pour avoir plus de place au bras, pour être confortable, comme disait Alain Prost, pour conduire. Donc c'est très important. Peut-être que Nigel Mansell, dans des conditions mixtes, peut faire très bien, n'est-ce pas Pierre? Absolument, et c'est Yves Géniez qui nous explique comment Nigel Mansell a enfin retrouvé chaussure à son pied en Formule 1. C'est un Nigel Mansell parfaitement détendu et quelque peu amaigri qui a fait son apparition sur le circuit d'Imola au volant de sa nouvelle McLaren spécialement conçue en fonction de sa morphologie. Grâce aux techniques informatiques, l'équipe dirigée par Ron Dennis a réussi un véritable exploit en réalisant une nouvelle coque homologuée après le fameux crash test. Nous avons accès très facile à tous les détails de la voiture existante et il est donc très facile de modifier cette voiture moyennant l'utilisation de certaines fonctions automatiques qui sont disponibles sur ce système. Regardez avec quelle facilité désormais Nigel parvient à s'installer dans son cockpit. C'était la bonne décision de ne pas courir. Ce que l'équipe vient de réaliser en l'espace de seulement 33 jours est absolument remarquable. Ils ont construit une nouvelle voiture et maintenant nous allons pouvoir travailler. Maintenant, je peux réagir correctement avec le volant. J'ai plus de place pour bouger mes bras. C'est vraiment important de se sentir bien installé quand vous poussez une voiture dans ses limites. Si vous ne pouvez pas réagir vite à chaque instant dans un virage, vous risquez l'accident. Pas de chance, lors de ses premiers tours de roue, Nigel est parti à la faute, mais l'erreur était humaine. Précision, sa McLaren dispose d'un embrayage au volant. J'ai oublié où était l'embrayage. Et cet après-midi, j'ai pu faire de bons essais. Je suis optimiste avec l'équipe. On verra bien ce qui va se passer. Jean Alesi en 5e position sur la grille d'Imola.
Nigel Mansell est derrière lui, les deux McLaren sont derrière lui, il y a aussi Hakkinen. Jean Alesi qui a réussi le meilleur temps, c'était aux essais préliminaires jeudi, il a été le plus rapide, il était le plus rapide sur le mouillé ce matin au warm-up. Et là, on sait que pendant les essais qualificatifs, il a été un petit peu piégé, Jean, notamment par le trafic, très concentré. La piste est humide, mais les pneus slick, les pneus lisses sont actuellement sous les couvertures chauffantes. Et nous allons un petit peu progresser maintenant vers l'avant de la grille de départ pour découvrir les deux premières lignes avec les Williams Renault, la Benetton de Schumacher et la Ferrari de Berger en première ligne, Gilles. Tout de suite ce Grand Prix de Saint-Marin, donc dédié à la mémoire d'Ayrton Senna et de Roland Ratzenberger avec Jean-Louis Moncey, Alain Prost et Johnny Rive. A tout de suite. Sur les circuits comme sur la route, Renault, on gagne à être différent.